J'appelle Fatoumata Ba, qui est fondatrice et présidente de Django. C'est une entrepreneuse africaine. Première start-up studio d'Afrique qu'elle a créée à Abidjan. C'est une ancienne de Jumia. Fatoumata, je vous en prie, au milieu. Mettez-vous au milieu parce qu'on n'est pas beaucoup de femmes aujourd'hui sur les panels. Voilà. J'appelle également Jean-Michel Huet, qui est associé chez Bearing Point. Il a été cité tout à l'heure, puisque c'est un membre du CIAN qui a beaucoup travaillé sur le digital et qui est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle Le Digital en Afrique, le premier opus du CIAN. Thibaut Fichy, qui est vice-président digital et marketing d'Afrique de Total. Éric Sabatier, senior vice-président GSIT du groupe Bureau Veritas. Et Stéphane Colliac, un économiste senior chez Euler Hermes France, filiale du numéro 1 mondial de l'assurance crédit. Bon, alors on va pas y couper, hein, cette position décevante de la France. J'aimerais bien avoir vos premières réactions. Et à commencer par vous, Fatoumata, peut-être, en tant qu'Africaine francophile, entrepreneuse. Bonjour Christine, bonjour à tous. Alors je pense que ça peut être une surprise, mais il faut être dans l'écoute, il faut l'accepter. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis posé la question de la perception de la réalité, parce qu'il y a eu énormément de tentatives d'explication tout à l'heure. Et il est vrai que quand j'ai creusé, je trouve qu'il y a d'abord une forme de réalité, au-delà de la perception. Si on regarde les échanges commerciaux, les premiers partenaires aujourd'hui de la Chine sont quasiment ceux qu'on a vus dans l'ordre des précédents slides, donc, de l'Afrique, autant pour moi. Donc c'est la Chine en premier, c'est ensuite les États-Unis et l'Allemagne, ensuite c'est l'Inde, et ensuite c'est le Royaume-Uni. Et donc la France n'est pas dans le top 5. Et je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans la tête des leaders économiques africains, cette réalité économique prend le pas. C'est un choix de raison sur le choix de cœur qu'on peut espérer en raison de la proximité culturelle, linguistique et de l'histoire commune. Et c'est vrai que je pense que la première acceptation et le premier pas, c'est de ne pas être dans le déni, de ne pas cantonner ce classement à une perception. Elle traduit d'abord une réalité, et c'est dans ce sens-là que je suis ravie de voir le regain de certains thèmes comme la diplomatie économique. J'étais ravie de voir lors du dernier déplacement du président français au Nigeria qu'on n'a pas parlé que de Sahel et de sécurité ou de coopération culturelle. On a aussi un agenda économique fort et il en est né un club d'affaires et d'investissement franco-nigérian pour pouvoir promouvoir les échanges. Ce qu'il faut le savoir, moi j'ai dirigé un e-commerçant au Nigeria pendant quelques années et dans le Lagos des années 70, c'est Bouygues et Fougerolles qui ont construit les infrastructures. Donc les Français étaient là. Et c'est là qu'il y a, je pense, un deuxième point que je voudrais faire et qui est plutôt de l'ordre de la perception. Pour faire, alors déjà, je n'ai pas la prétention de représenter unanimement un avis ou une opinion africaine. En revanche, les entrepreneurs de ma génération sont souvent invités dans des cercles où il y a des conversations autour de la stratégie africaine. Et c'est vrai que c'est frappant des fois d'entendre des verbatims qui sont, je suis provocatrice à dessein, mais les Chinois y vont, les Allemands y retournent, Theresa May fait sa tournée, les Américains ont promis 60 milliards, donc il faut qu'on y soit. Alors, ça peut être quelque chose qui peut être une motivation certaine, mais c'est vrai que lorsqu'on est, entre guillemets, le continent convoité, ça peut mettre en doute des éléments d'intention, de confiance et d'investissement dans le long terme. Et je pense que travailler la perception, ça commence par réinventer la relation, travailler la confiance, être proche. Et je vois des signaux, honnêtement, surtout depuis la nouvelle présidence, qui sont encourageants. Et je pense que la perception et la réalité ne peuvent que s'améliorer à partir de ce qu'on a pu voir en termes de réalité économique et d'opinion. Ce sera mon premier commentaire. Éric Sabatier, un petit mot. Alors, moi d'abord, je ne suis pas du tout surpris. C'est pas une surprise pour moi. Moi, je sillonne l'Afrique depuis 25 ans. Et on va dire, un peu un désamour, mais c'est plutôt une perte d'image. On la constate en accéléré depuis le début des années 2000. On voit vraiment, effectivement, qu'il y a aujourd'hui eu trop, et je pense que Étienne a très bien situé, effectivement, la trop forte proximité de la France et peut-être trop de références à notre passé commun entre la France et l'Afrique et le continent africain. Il y a eu effectivement peut-être un peu trop de considération de la part d'entreprises françaises ou on va dire, du climat politique français de penser que c'était un précaré. Et donc ça, on le voit, nous, très clairement depuis 2002-2003, où on a vu une accélération de la perte
d'influence de la France en Afrique. Alors, il y a également, nous on note cette volonté à chaque fois des pays émergents sur le territoire africain d'être extrêmement pragmatiques économiquement. Il n'y a pas d'a priori, d'arrière-pensée, et cette démarche, cette approche fait qu'effectivement ça casse un peu les schémas et ça met à l'aise l'interlocuteur africain d'avoir effectivement une discussion plus directe. Encore un point qui a été soulevé par Étienne sur la partie de la formation. Je donnais un exemple, moi, Veritas, très schématiquement. Entre, on va dire, 2006 et 2018, on a doublé notre nombre de personnes, nos employés en Afrique. On est passé de 1500 à 3500 personnes, plus que doublé. Et au même moment, on a divisé par 3 le nombre d'expatriés francophones, français. Et donc, on a renforcé, si vous voulez, l'encadrement local. Donc, les managers, des pays africains sont de plus en plus des managers africains. On a eu une école abidjanaise, ivoirienne, qui était la première école, qui a maintenant, aujourd'hui, vous avez chez Veritas, le patron en Guinée, c'est un Ivoirien, le patron au Tchad, c'est un Ivoirien, voilà, le patron en Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien, et en Zambie aussi, paradoxalement. Et on a également la volonté de développer une deuxième école en Afrique du Sud pour essaimer. Et je pense que cette proximité et cette prise en compte de la culture, formation, éducation africaine a été aussi pour nous un accélérateur d'implantation. Et je pense que trop souvent, on a voulu penser effectivement qu'on amenait un savoir, une expertise, alors qu'il fallait peut-être plus facilement la développer sur place. Voilà, c'est mon premier commentaire. Thibaut Fichy, prenez le micro. Alors Total, bon, vous êtes dans les top 10, même plutôt bien placé, mais que vous inspire quand même Alors, effectivement, on est très africain, comme vous le savez, depuis plusieurs années. Donc la réaction que je voudrais donner, elle est très terrain. Un peu comme Eric, j'ai vécu plusieurs années en Afrique et ce constat, il n'est pas nouveau. L'État français l'a fait. Je me rappelle qu'une des frustrations profondes lorsque j'étais DG des pays, c'est que je voyais l'ambassadeur des Pays-Bas aller se battre pour des dossiers Shell. Et il y a quelques années, je parle d'il y a une dizaine d'années. Et puis, au fur et à mesure, ce constat a été fait par les pouvoirs publics français, et on a vu des ambassadeurs commencer à parler le langage de l'économie. Et les CCE, tous ceux qui ont été CCE dans la salle pourront aussi confirmer que de plus en plus, l'ambassadeur participait à ces réunions, et on a eu une volonté des pouvoirs publics français quand même d'être extrêmement présents. On les retrouvait effectivement dans les différentes réunions, bien sûr CCE, mais également économiques, locales, avec les entreprises locales. Donc ce constat, il est fait, je pense que ça s'améliore. Et je voudrais rajouter un point, je pense que là on a effectivement parlé de business assez traditionnel. On parle d'innovation aujourd'hui. Je pense que la présence de la France et de l'écosystème en fait de l'innovation, du digital en particulier, est extrêmement présent en Afrique aujourd'hui. Business France, par exemple. Je pense aussi, si on regarde l'ensemble des participations dans les grandes aujourd'hui, on va dire, ou start-up en vue de l'écosystème africain, que ce soit les Jumia, les Afrimarket, on voit que le capital français est présent. Donc on a dans la nouvelle économie, pour moi, aujourd'hui, un sondage, le baromètre ne reflète pas la présence de la France, de l'écosystème digital français, à la fois privé et public, en Afrique. Stéphane Colliac, qui en terminera par Jean-Michel, qui a bien étudié justement le secteur digital. Alors, Stéphane Colliac, qu'est-ce que vous inspire L'air Hermès n'est pas dans les grandes marques citées, mais enfin bon, vous avez certainement un avis. Oui, donc il y a deux choses sur lesquelles je voudrais rebondir. D'abord, la hiérarchie des pays, plutôt la deuxième hiérarchie qui a été montrée, et qui, à mon sens, n'est pas surprenante, puisqu'on a la Chine, par exemple, en première position et la Turquie en quatrième position. Ces deux pays qui ont une stratégie africaine, on peut parler complète, pas simplement une stratégie Afrique francophone ou un billet francophone, une stratégie de financement de la zone qui est aussi assez fine,
et une stratégie de micro-diplomatie, on pourrait dire aussi, avec une diplomatie qui ne se voit pas toujours, mais qui se traduit dans des projets pratiques et qui aident au développement des pays, souvent des mêmes pays d'ailleurs, puisque la Turquie est très présente en Éthiopie, comme la Chine est très présente en Éthiopie, et a une portée dans l'industrie manufacturière aussi, donc permet de passer à une autre spécialisation au fur et à mesure. Mais le deuxième aspect qui m'a pas choqué, mais que j'ai remarqué, parce qu'il traduit aussi une grande réalité, c'est l'opinion sur les thématiques et sur les retards qui ont été pris sur certaines thématiques, les avancées qui ont été faites sur d'autres. Les avancées, on peut les nommer en premier, c'est celle dont on a déjà parlé beaucoup, c'est l'avancée dans l'innovation et le numérique. Donc ça, c'est ce qui permettra aussi d'avoir un mode de développement un peu différent. Ça, on ne peut que le remarquer. Maintenant, déjà sur ce premier aspect, il y a des stratégies qui sont quand même assez nationales. C'est la première chose que je pourrais mentionner à ce niveau, c'est qu'on a des pays qui sont entre eux très peu ouverts, et donc on a des stratégies qui sont nationales et qui ruissellent finalement assez peu sur les voisins, parce qu'on a des économies qui se regardent encore en chien de faïence, ou des pays même, il n'y a pas que l'économie dans la vie, des pays qui se regardent d'un point de vue régional en chien de faïence. Au Maghreb, par exemple, ce n'est pas un secret. En Afrique de l'Ouest, ça peut être le cas. Donc il y a une intégration régionale qui est difficile et qui réduit les avantages de tous ces progrès. Deuxième aspect, les derniers de la classe dans ce classement. Le politique, sur lequel on voit de la dégradation, les leaders africains voient de la dégradation, et l'éducation. Pour avoir une appropriation du numérique par la population, nous avons un indice d'habilité au digital que nous avons développé l'année dernière, nous avons publié l'année dernière. Pour avoir une appropriation par la population du numérique, il faut une éducation correcte qui permette cette appropriation et qui permette d'en tirer le maximum. Là-dessus, on ne peut que remarquer un grand retard. Et ce retard, il peut se combiner à l'autre aspect sur lequel on observe des difficultés, le politique et l'éducation. Pourquoi ? Parce qu'on a des économies qui sont en transition, la productivité se développe, l'agriculture a tendance à détruire des emplois dans les pays les plus avancés, et les autres secteurs n'en créent pas suffisamment, ce qui crée un chômage des jeunes qui est important, ce qui est une vulnérabilité forte au modèle, puisqu'on a des secteurs qui ont le vent en poupe, des exportations qui peuvent progresser, mais une acceptation, une appropriation du modèle par la population qui est souvent difficile dans de très nombreux pays, y compris dans ceux que l'on citerait chez nous en modèle, par exemple le Maroc. Donc ça, c'est un aspect qui est très important à mon sens et qui ne doit pas être mésestimé ni oublié à l'avenir. Mais de toute façon, on reviendra sur certains points de ce que vous avez dit sur le digital. Alors, Jean-Michel Huet, vous suivez en plus, vous avez créé l'Observatoire du développement international des entreprises françaises. Que vous inspire, bon, moi je reviens sur comment dire, la position de la France et cette perception un peu perturbante quand même. C'est quoi votre sentiment ? Ben, en tant que Français chauvin, je suis déçu. En tant qu'homme de terrain sur l'Afrique, je suis hélas pas surpris. Hein. C'est pas un scoop. J'ai l'espérance, comme Étienne Giraud, que l'année prochaine, ça va s'améliorer. On verra. Hein. Je ne parierai pas forcément beaucoup dessus. Il y a quand même de grosses défaillances des entreprises françaises, voire de la France aussi en tant que pays sur l'Afrique. Je donnerai juste 3 exemples en lien avec le thème du jour qui sont les innovations digitales. On dit souvent que l'administration française est bien vue en Afrique, c'est un modèle. Tout ce qui est aujourd'hui innovation, mettre du digital, du numérique dans l'administration en Afrique, ce n'est pas la France qui est derrière. La mise en place du digital dans la gestion de l'État, du budget de l'État sénégalais, c'est financé par la Banque mondiale. Et ce n'est pas avec des entreprises françaises, c'est plutôt allemand ou autre. Le premier pays au monde qui va gérer son budget avec de la blockchain, c'est le Burkina Faso, c'est en train d'être fait. C'est un financement de la KfW, qui a 2,5 fois plus de budget pour l'Afrique que l'AFD. Je ne pense pas que l'Allemagne a un budget global 2,5 fois supérieur à la France, ou une économie 2,5 fois supérieure à la France. Donc, quelque part, ce classement le reflète. Donc, on pourrait multiplier les exemples à l'envi dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'identité numérique, où il y a des grands industriels français qui sont des leaders mondiaux. Ce n'est pas la France qui est derrière. Donc, c'est aussi une première réalité. Deuxième exemple, regardez le kakémono qu'on a ici des partenaires de cet événement et admirez les logos des banques françaises. Ils se battent au portillon. Et je vous confirme qu'Atijari est bien marocain et pas français. Ça reflète aussi une réalité, c'est que les banques françaises, alors bien sûr, heureusement que la Société Générale et dans une moindre mesure BNP Paribas, sauf un peu l'honneur, ont juste déserté le continent.
Alors ça fait les joies des banques africaines, des co-banques marocaines et autres, mais c'est quand même un enjeu. Je vous rappelle que dans l'histoire, il y a 5000 ans, les premières entreprises qui ont été créées, c'était des banques. C'était un peu le fondement de l'économie. Les banques françaises ont déserté l'Afrique. Et tenez-vous après qu'on ait ces chiffres-là. Et puis, limite, je dis les banques, assurances, Allianz, Sounous et Dynamique, c'est un peu pareil, on ne voit pas beaucoup AXA. Le secteur financier, à la limite, je vois Bruno Mettling, c'est presque Orange qui a sauvé l'honneur avec Orange Money. Hein. Et un peu Total aussi qui a fait des investissements dans ce domaine-là, mais ce n'est pas le secteur bancaire. Bon, je pense que je vais me faire accueillir par nos amis à la sortie, mais c'est une réalité du marché. Et troisième exemple, c'est l'agriculture. La France est un grand pays agricole, on a des grandes compagnies dans l'agriculture. Depuis 2-3 ans, il y a des vraies révolutions qui se font sur le digital dans l'agriculture. Et il ne s'agit pas d'équiper de smartphones les fermiers pour qu'ils aient la météo, hein, ça c'est un gadget. Il y a des vraies choses qui se font aujourd'hui au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une entreprise française dans les vrais sujets innovants, les vrais business models nouveaux dans l'agriculture. Je travaille avec des Allemands, je travaille avec des Suisses, je travaille avec des Africains. Là maintenant, depuis 2 mois, il y a des entreprises françaises qui frappent à la porte, qui disent « Ah, on veut être dans la partie, vous auriez dû nous prévenir. » Bah ouais, mais vous n'étiez pas là. Et pourtant, je pense qu'en agriculture, la France a des belles choses à faire pour être là. Il n'y a pas d'entreprise française aujourd'hui dans les nouveaux business models innovants en Afrique, dans le digital, sur l'agriculture. C'est 60% de la population africaine. Ok, bon, ben, on va terminer avec la douche froide. On va essayer de parler un petit peu plus de l'avenir. Mais on va continuer dans le débat. Si vous voulez y revenir, il n'y a aucun souci. Oui, parce que alors, quand même, la France fait des efforts depuis quelques années. Il y a beaucoup de conférences, beaucoup de forums. Il y a eu le discours de Ouagadougou, d'Emmanuel Macron, qui a résolument mis l'accent sur la jeunesse pour essayer de changer un peu de paradigme aussi dans l'approche qu'on a de l'Afrique. Et il y a effectivement ce phénomène digital qui... voilà. Mais le problème du digital, c'est qu'on ne sait pas si c'est un effet de mode. C'est vrai qu'il ne se passe pas une semaine en France où il n'y a pas un séminaire, une conférence, un atelier sur ce sujet-là. Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est le sommet émergé d'un iceberg bien plus puissant? Est-ce que les acteurs français y prennent leur part? Alors justement, on va commencer par Fatoumata parce que pour vous, c'est pas un effet de mode, hein, le digital. La première née de votre startup studio, donc qui est aujourd'hui en place, il s'appelle Gexport et vous l'avez lancé début décembre dernier. C'est une plateforme, vous mettez les mains dans le cambouis du commerce international, c'est une plateforme de logistique. Vous essayez de rapprocher des chargeurs et des solutions de logistique avec l'idée de lever certains obstacles au développement de la production africaine et des entrepreneurs africains. Alors dites-nous en plus déjà sur ces premiers pas et ensuite on en viendra un peu à votre vision du développement du tissu économique africain. Merci Christine. Alors comme vous l'avez rappelé, j'ai été e-commerçante pendant quelques années en Côte d'Ivoire, au Nigeria et sur une trentaine de pays africains où Jumia opérait. Il y a une chose qui m'a absolument frappée, c'est la capacité du digital à apporter des réponses massives à des problématiques d'accès au marché, au financement des PME en Afrique. Et je vais vous donner un exemple. Donc, j'ai lancé Jumia en Côte d'Ivoire sur un modèle plutôt de retailer, donc Amazon, et je me suis posé la question de le transformer en place de marché. Et j'ai organisé des événements avec des acteurs de chambres de commerce locales pour proposer à des producteurs locaux d'intégrer la plateforme. Alors bien entendu, on avait qu'il y avait des matières premières transformées qu'il était possible de commercialiser, mais 50% des gens qui venaient frapper à ma porte me disaient en fait, Fatoumata, moi je fais de la production de produits vivriers, de produits halieutiques, etc., mais je n'ai pas accès à une capacité logistique. Et je me retrouve avec une production qui pourrit, et c'est une hérésie. Il y a un triple impact, et ce n'est pas anecdotique, parce que sur le continent africain aujourd'hui, on a entre 40 et 50% de la production qui est gaspillée. C'est autant que dans les pays développés, sauf que vous, c'est en aval de la chaîne de valeur. Nous, c'est en amont de la chaîne de valeur par manque d'intégration. Ça représente 250 kilos de nourriture par personne et par an sur le continent africain, avec l'impact social que vous pouvez imaginer, parce que le paysan a travaillé, il a le fruit de son labeur. Il y a l'impact économique que vous pouvez estimer, mais aussi l'impact environnemental. Donc ça, le premier point, c'était comment arriver à offrir une capacité logistique à des acteurs qui ne sont pas des industriels, qui ne sont pas arrivés, comme nous on l'a fait avec Jumia, à intégrer un métier de logisticien pour pouvoir commercer. Ça, c'était une première raison. La deuxième raison, c'est que les coûts logistiques sont extrêmement élevés sur le continent africain et extrêmement prohibitifs.
Il y a des études qui démontrent qu'en Afrique de l'Est, par exemple, elles peuvent représenter jusqu'à 75% des coûts de marchandises. Alors ça s'explique aussi par beaucoup de choses, le déficit d'infrastructures, l'asymétrie entre l'offre et la demande, le fait qu'on parle aussi de marchandises qui sont des produits bruts et pas transformés, donc forcément les coûts logistiques en proportion sont élevés, mais c'est quand même très très injuste. Mon iPhone, alors on sait qu'il vient de Chine, mais il est conçu aux États-Unis. Aux États-Unis, les coûts logistiques représentent entre 6 et 7% des coûts de marchandises. Et donc ça pénalise fortement la compétitivité des PME et des entreprises africaines. Et puis bien entendu, le digital a comme avantage aussi de pouvoir améliorer la productivité des intermédiaires, améliorer la traçabilité, mais c'est presque une motivation secondaire par rapport aux deux motivations principales que je viens d'indiquer. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette vision et cette ambition de permettre à des acteurs, alors tout type d'acteurs, donc ça peut être des PME, c'est notre thèse, alors ça peut aussi être des acteurs économiques plus importants, d'utiliser cette plateforme pour avoir accès à une capacité logistique à tout moment, au meilleur prix, avec une qualité de service. Et on l'a piloté à la fin de l'été dernier en Côte d'Ivoire, on a fait le lancement commercial en décembre, on est très très content de l'attraction. Ça nous permet, nous, de pouvoir vraiment nous projeter dans une vision qui nous permet de rétablir un peu le sens de l'histoire, parce qu'aujourd'hui l'Afrique, c'est moins de 3% des échanges mondiaux en valeur. Et c'est encore une fois une hérésie quand on connaît le potentiel d'export du continent. Et c'est pour ça qu'on a lancé Gexport. Stéphane Colliac qui faisait allusion tout à l'heure, c'est le problème de l'intégration régionale. Il vient de se lancer une ZLEC, un grand projet de zone. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais bon, elle avance tout doucement et il faudra que les routes suivent aussi. Alors justement, les premières réalisations, Fatoumata, de Gexport, vous avez d'ores et déjà sur la plateforme des grands prestataires type CMA, CGM par exemple, et vous avez en face des producteurs qui utilisent, à qui vous donnez ce service. Ça marche, quoi, je veux dire. Oui, absolument. Et je pense qu'au-delà de la notion de symbole, j'aimerais revenir sur cette question d'effet de mode. En Afrique, la technologie, ce n'est pas un autre moyen d'accéder ou d'avoir accès aux services financiers ou d'avoir accès au commerce. C'est un moyen d'accès massif. Si je prends l'exemple de la réussite de Jumia, aux États-Unis, vous avez un point de distribution pour 400 habitants. En Afrique, en moyenne, vous avez un point de distribution pour 60 000 habitants. Si je prends l'exemple d'Orange Money ou de M-Pesa que tout le monde connaît, pourquoi le succès est aussi massif? Ce n'est pas parce que ma grand-mère ou le fermier kényan sont plus technophiles que ceux que vous avez en Europe, c'est parce qu'ils ne sont pas servis alors qu'ils ont des besoins aussi massifs de produits et de services financiers, de produits de première nécessité, et de plus en plus d'ailleurs de services d'accès à la santé et de l'éducation. Et c'est vrai que sur le continent africain, aujourd'hui, il y a plus de téléphones mobiles que d'Africains. On a énormément de pays où le taux de pénétration mobile est supérieur à 100%. Les gens ont plusieurs téléphones, une ou plusieurs cartes SIM. Et le mobile devient alors un moyen, on appelle ça l'effet peut-être leapfrog, de rattrapage, voire de saut quantique technologique, pour pouvoir avoir accès à des produits de manière assez massive. Et on parle beaucoup des services financiers, des produits de distribution comme avec Jumia, mais il y a des exemples pléthoriques, par exemple l'accès à l'énergie. Ici, on se dirait qu'il faut d'abord avoir accès à l'énergie pour avoir un téléphone. Au Kenya, vous avez une start-up qui s'appelle M-Kopa, qui permet, grâce au système de pay as you go, donc de prépaiement, à des personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, d'avoir accès à l'électricité. Donc c'est absolument fondamental, c'est absolument massif, et ce n'est pas un effet de mode, parce que ce n'est pas une verticale et une innovation frivole, de niche, qui se rajoute aux autres pans de l'économie. C'est vraiment une innovation horizontale, qui est connectée à l'économie réelle et qui peut justement permettre de lever des obstacles à la fois pour les consommateurs africains mais aussi pour les acteurs économiques. Et pour le coup, les PME, je pense, sont un petit peu les parents pauvres parce qu'ils sont sous-financés. Ils ont très peu de track record parce qu'ils sont informels, mais c'est vraiment le poumon économique pour moi caché parce qu'ils représentent jusqu'à 90% des emplois. Donc quand vous leur donnez, grâce à des plateformes comme Twiga Foods au Kenya, une capacité à les servir en logistique, mais du coup à créer un track record pour pouvoir les financer, vous leur donnez accès à des produits et à une capacité d'emprunt qu'ils n'avaient pas et qu'ils n'auraient pas eu auprès d'une banque traditionnelle sans la technologie. Et c'est vrai que vous nous parliez de vision, la thèse de Django, c'est de se dire comment, on lève des obstacles très concrets d'accès au marché, je vous ai donné l'exemple de la logistique, deux, comment on lève des obstacles à la capacité à se faire financer, à exporter, à avoir des dispositifs d'affacturage et bien entendu comment on construit une capacité à utiliser un outil technologique parce qu'elles ne sont pas nées plug and play, nos PME, comme les vôtres en Europe, et il faut les accompagner à comprendre et à s'approprier tous ces outils-là. Alors, je rebondis pour une dernière chose sur les mauvais scores de la France dans le sondage. Vous avez des financeurs, vous avez levé des fonds, et il y a des investisseurs français dans vos projets. Est-ce qu'on peut les citer ici ?
Oui, absolument, que ce soit chez Jumia. Alors, le premier investisseur chez Jumia aujourd'hui, c'est plutôt MTN, mais il y a des Français, il y a Orange et AXA. Et chez Django, bien entendu, nous sommes soutenus par exemple par la famille Mullier, par Clipperton Finance, qui est une banque d'affaires qui appartient à Natixis et qui appartient au groupe BPCE. Voilà, on a d'autres acteurs qui sont plutôt des ETI, qui sont leaders du négoce et du trading international. Moi, je n'ai aucun... Il y a le choix de cœur et le choix de raison qui vont main dans la main. Et justement, quand il y a une capacité à convaincre les acteurs économiques à financer, et non pas à faire des conférences et à dire bon, bah, on aime l'Afrique, mais sans le matérialiser, c'est quelque chose forcément qui suscite ma motivation. Et je serais également ravie. On a énormément d'investisseurs africains, parce que nous sommes une aventure finalement franco-africaine. D'accord, merci Fatou. Ça montre aussi quand même qu'il y en a qui ont encore du flair. Hein. En France, il y a des investisseurs qui ont du flair. Alors, Éric Sabatier, vous êtes un acteur de la supply chain, vous aussi. Vous êtes plutôt dans le traditionnel, c'est-à-dire vous êtes un leader du contrôle de conformité. Vous êtes très présent en Afrique sur les histoires de contrôle de la conformité des produits. Alors, cette supply chain, justement, Fatoumata en a dit un mot, elle est peu fluide en Afrique encore, elle est très peu transparente. Est-ce que la situation change et quelles sont les innovations qui arrivent en fait? J'ai envie d'avoir votre point de vue là-dessus. Voilà. Alors, oui, Christine, sur ce sujet de la supply chain, je pense qu'aujourd'hui, alors il y a des réponses qui se mettent en place dans le numérique. Et je pense moi que le numérique aujourd'hui en Afrique est à la fois un stabilisateur et un accélérateur au niveau de la supply chain. On le voit très bien avec les solutions de Fatoumata, mais même en amont. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple sur les guichets uniques portuaires et de trade, qui sont un double moyen de fluidifier et de rendre transparents les échanges. Et surtout de répondre également à un grand problème que connaît l'Afrique aujourd'hui, c'est la corruption et le côté discrétionnaire de certains opérateurs, on va dire de certaines administrations. Ce que nous avons aujourd'hui remarqué, c'est que plutôt que de construire, je dirais, quand on a un problème au niveau d'un engorgement portuaire, la construction d'un quai n'est pas la première solution, n'est pas la seule solution. Il y a une solution qui est effectivement de fluidifier le trafic. Or, le fluidifier le trafic, on peut le faire aujourd'hui avec des acteurs qui sont déjà extrêmement bien organisés. Vous avez cité CMA CGM, Maersk, d'autres opérateurs de compagnies maritimes, qui, elles, ont déjà effectivement tous les moyens numériques aujourd'hui pour communiquer en avance de phase sur des échanges de la supply chain. Un navire, par exemple, arrive au port de Lomé demain, on a ce qu'on appelle les vessel calls, on peut déjà informer le port de l'information, de ce qu'il y a sur le bateau qui va décharger, toute la partie connaissement manifeste. Et c'est ce que nous avons mis en place à Lomé, à Cotonou, à Kinshasa, dans plusieurs ports aujourd'hui africains, mais aussi ailleurs, en Jamaïque ou en Asie, ce qu'on appelle le guichet unique portuaire, qui permet de dématérialiser l'information, de la sécuriser et de la fluidifier. Aujourd'hui, donc, plutôt que d'avoir les gens qui attendent le dépotage sur place, sur le quai, on peut commencer à anticiper l'opération. Et c'est ce qui permet effectivement, d'une part, de rendre plus transparentes les opérations, d'anticiper au niveau de la trésorerie les opérateurs, effectivement, ce qui va se passer, et surtout après, de diminuer les coûts de la supply chain, parce qu'effectivement, on maîtrise mieux la supply chain, on maîtrise mieux les temps. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour effectivement un opérateur? C'est ce qu'on appelle les surestaries, les demurrage, tous les coûts qui sont générés parce qu'effectivement, les marchandises attendent sur place. Ça, c'est une première solution, et je pense que les solutions, aujourd'hui, l'Afrique n'est pas un effet de mode au niveau du numérique. L'Afrique est plutôt pour nous un laboratoire de ce qui va se passer dans le futur partout, où on voit effectivement que les solutions numériques maîtrisées, amenées par les acteurs du secteur privé, ça j'insiste là-dessus, hein, sur cette démarche, sont le moyen de donner des réponses à une absence parfois complète de l'administration qui est encore, dans certains pays, basée sur le papier. Ça, c'est un premier point. Effectivement, tout ce qui se passe au niveau fiscal en Afrique, on le voit très bien. Hein, donc, il y a un accélérateur et une volonté de réforme de beaucoup de pays africains dans ce domaine-là. Deuxième exemple que je vais citer également, c'est nous, en tant qu'acteurs, on a mis en place, on utilise les mêmes outils qui sont utilisés partout en Europe, dans les pays de l'OCDE. Aujourd'hui, on pratique le drone à outrance sur beaucoup de pays africains, au niveau des grandes fermes agricoles, au niveau des grands opérateurs en Côte d'Ivoire, en Guinée. Pour quelles applications ces drones? Pour tout ce qui est effectivement la reconnaissance,
l'évaluation au niveau des terres agricoles, de la fertilité, de tout ce qui s'y passe au niveau, donc pour tout ce qui est, je dirais, accompagné en amont l'agriculteur par rapport à ses plans de campagne d'ensemencement, de récolte. Et ce sont des opérations qu'on mène maintenant de plus en plus. Et on a mis en place avec une PME lyonnaise, et c'est un point que j'ai omis de signer tout à l'heure, c'est que Veritas, maintenant, on ne va plus seul sur les marchés. On y va un peu en bande, donc en bande, aussi bien avec des PME, des ETI françaises, européennes, qu'avec des PME, des ETI africaines, sénégalaises ou autres. Et ça, effectivement, c'est aussi un accélérateur et une capacité pour nous de mieux nous ancrer sur le territoire africain. C'est le premier point. Et donc, pour la partie, je dirais, tout ce qui est drone, la deuxième démarche que l'on a eue, c'est qu'on a créé également une école, comme on a créé partout les écoles en Afrique, une école de formation de nos techniciens africains au maniement des drones. Donc, c'est encore à chaque fois, je dirais, ancrer la démarche du numérique, non pas sur une expertise qui vient d'ailleurs, mais une expertise qui est développée sur place et qui est favorisée sur place. Thibaut Fichy, alors chez Total, vous avez un pied dans l'ancienne et dans la nouvelle économie. C'est la station-service en fait. Vous en avez 5000 en Afrique. Mais alors bon, voilà, elles sont en train de se transformer en autre chose en fait. C'est peut-être la station-service de demain. Alors effectivement, Christine, on est plutôt une économie traditionnelle. Alors moi, je suis en charge des stations-service pour l'ensemble de l'Afrique. Et donc, oui, ma station-service, c'est pas tout à fait, c'est pas très sexy. Mais il se trouve qu'en Afrique, c'est véritablement à la fois un baromètre de l'innovation et un accélérateur de l'innovation. Alors je m'explique. Dans tout écosystème digital, dans toute économie de plateforme, à un moment donné, vous allez avoir besoin d'un point physique. Je crois que Fatoumata le confirmera dans son business. Amazon, dernièrement, même aux États-Unis, a annoncé qu'il allait racheter une partie de stations-service aux États-Unis. Donc on a un retour aussi des plus avancés sur un point physique retail pour fonctionner avec les économies de plateforme. Alors, le réseau que l'on a en Afrique, qui est un réseau de 5000 stations-service, et avec une capillarité assez forte, permet, si vous voulez, à cette économie de plateforme de se développer. Si on prend l'exemple d'Orange Money, si on prend l'exemple de Youp, de la Société Générale, ce sont des applications finalement des wallets. Ces wallets, à un moment donné, ont besoin d'être rechargés en cash, en cash-in, ce qu'on appelle le cash-in, et puis potentiellement de retirer de l'argent de ce wallet, ce qu'on appelle le cash-out. Pour cela, on a besoin d'un point physique. Donc, c'est l'exemple d'une opération qui nécessite un point physique. Si je prends l'exemple de Jumia dont parlait Fatoumata tout à l'heure, dans le problème logistique que l'on a en Afrique, un retail comme Total peut effectivement jouer un rôle important en tant que pick-up colis pour le client, en tant que retour produit si le client est insatisfait, et également potentiellement pour ce qu'on appelle les drop-off des vendeurs qui sont sur la plateforme pour aller déposer les colis. Vous voyez, autant d'exemples qui montrent que dans cette économie de plateforme, finalement, un point physique est important. Et donc, nous, ce qu'on observe, et ça c'est l'économie réelle, c'est que se développe autour des retails en Afrique une véritable économie. Si j'illustre ça par des chiffres, Orange Money, par exemple, et d'autres acteurs du wallet et du M-Payment représentent aujourd'hui, dans les pays les plus avancés pour Total, 30% des ventes en station. C'était d'ailleurs les premiers pays pays au monde, qui ont payé leur carburant avec des wallets. Il y a maintenant quasiment 10 ans. Alors peut-être un peu moins pour... allez, 7 ans, je crois, qu'on a commencé sur ces sujets-là. Donc, l'Afrique a été sur ces sujets à la pointe de l'innovation. Et donc, nous, ce qu'on observe sur les stations-service, c'est que cet engouement continue. Et on a aujourd'hui à peu près 80 services de ce type-là qui sont disponibles sur nos stations-service. Et on est même allé jusqu'à créer, pour les accueillir, un nouveau type de service qui n'existe pas aussi encore dans les stations françaises, qui est un kiosque digital
dans lequel l'ensemble de ces services sont distribués sur une plateforme qu'on a nous-mêmes constituée pour pouvoir accueillir l'ensemble de ces transactions. Alors, une fois qu'on a dit ça, on est aussi un accélérateur. Ça, c'était le baromètre. Accélérateur parce que finalement, on peut, avec des partenariats que l'on passe avec différentes startups de l'écosystème africain, leur proposer des solutions pour être distribuées. Alors, pas simplement dans l'univers du digital. Je pense dernièrement à une marque africaine. Vous savez que le café est essentiellement africain et on a mis en exergue une marque qui s'appelle Good African Coffee qui est aujourd'hui distribuée sur nos stations-service. On a aussi lancé la Croissanterie que vous connaissez en France en 2 ans dans plus de 10 pays africains. Bon, ça, ce sont des exemples du concret. Ce n'est pas très innovant, mais c'est aussi l'illustration de ce que peut faire le retail en Afrique. Sur la partie innovation, là, le champ des possibles est énorme. Et je vous disais tout à l'heure qu'on avait à peu près 80 services sur la plateforme. Beaucoup de services africains, tout à fait effectivement adaptés à la nouvelle économie africaine, des services inclusifs. Des services aussi qui sont des services proposés par des entreprises françaises. Je pense à des services innovants comme dans la santé, où dans certaines stations aujourd'hui au Kenya, on est en train de tester un petit outil très simple où on peut tester la vue des chauffeurs et adapter la lunette en quelques... Alors il y a des lunettes qui sont proposées, mais on peut aussi proposer des lunettes... on conçoit des lunettes finalement de manière assez rapide. Et donc on participe aussi à cet effort sur la santé et ça aussi avec une start-up française. Donc c'est un appel que je lance à toutes les entreprises françaises qui souhaiteraient découvrir de manière assez simple finalement, puisque c'est du plug and play quasiment sur nos stations-service, tester leur business en Afrique. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entreprises françaises qui viennent pour effectivement soit se plugger sur la plateforme, soit proposer un concept retail qui serait distribuable en Afrique. Voilà, donc baromètre, accélérateur. Concrètement aujourd'hui, moi je suis très optimiste parce que tout ce que je dis là, ça représente chez nous total plusieurs millions, dizaines de millions de transactions. Hein, je parle bien là de transactions digitales en station-service et qui amènent à peu près 15% en plus de nouveaux clients en station, de passage en station, puisque c'est des clients qui n'ont pas forcément une voiture, mais qui passent en station-service. Donc c'est tout à fait positif pour Total. Merci infiniment de ces précisions. Stéphane, on comprend pourquoi Total fait partie du top 10 d'ailleurs dans la tête des leaders africains, parce qu'effectivement on y trouve bien autre chose que de l'essence en fait. Stéphane Coliac, vous n'allez pas y couper quand même, hein, j'ai prévu une question sur le risque. Est-ce que déjà l'Afrique qui se transforme est moins risquée qu'avant? Est-ce que chez vous, on voit quand même une évolution positive dans l'approche du risque? Déjà, première question. Parce que vous êtes un assureur crédit et on en a rarement sur ces panels. Alors, plutôt oui. L'année dernière, formellement, on a amélioré 6 notations pays en Afrique et on en a dégradé 6. Maintenant, si la question est sur l'Afrique qui se transforme, la réponse est 6-0. Parce que les 6 qui ont été dégradés sont plutôt des pays qui se transforment moins que les autres. Oui. Les 6 qui ont été améliorés. Donc pour avoir cet angle optimiste, oui. Citons-les, ça a été la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, l'Égypte, le Rwanda et l'Éthiopie. Donc c'est des pays qui ont été cités pour beaucoup d'entre eux déjà. Qu'est-ce qu'on peut observer si on va juste sur un aspect de cette amélioration? C'est pour beaucoup d'entre eux des pays qui ont progressé dans les classements d'environnement des affaires. Alors, il peut y avoir le baromètre dont on a parlé ce matin. Il y a l'étude de la Banque mondiale sur le doing business. Il y a ce que nous observons en termes de paiement, de résolution des défaillances qu'il peut y avoir lorsqu'on assure quelque chose. Ces 6 pays-là, incontestablement, de façon un peu asymétrique parfois, ont fait des progrès. La résolution des défaillances est quelque chose qui a fait des progrès dans ces pays. On est loin de quelque chose de parfait, bien évidemment, mais on peut aller un peu plus sur place de ce fait. Un autre aspect qui s'est amélioré aussi, c'est l'accès au crédit. Et là, ça ne se limite pas forcément aux pays qu'on a améliorés. Le Rwanda est dans les 2 meilleurs pays du monde
pas simplement d'Afrique, pour l'accès au crédit, en termes de régulation, bien sûr, pas en termes d'accès effectif, ça se saurait sinon. Même le Nigeria a beaucoup progressé dans ce classement-là. Et pour maximiser ce que peut être notamment la zone de libre-échange dont on a parlé tout à l'heure, il faut un financement. Si on ne finance pas le commerce ne se fait pas. Donc ce financement qui devrait devenir plus facile, parce que beaucoup a été fait en termes de régulation, pour permettre aux entreprises et aux ménages d'accéder davantage au crédit dans ces pays, c'est quelque chose de très positif. Oui, Fatoumata, la transformation, on en parle parce que la transformation, c'est aussi une évolution plutôt dans le bon sens de l'environnement des affaires. Mais malgré tout, les assureurs crédits restent extrêmement frileux sur l'Afrique. Même si elle se transforme, même s'il y a des Fatoumata Tamba, même s'il y a des investissements remarquables, malgré tout, ils restent frileux. Est-ce qu'il y a des solutions qui permettent, de ce côté-là, d'offrir des solutions un peu novatrices dans ce domaine, et notamment pour surmonter cet obstacle de la rareté de l'information sur les entreprises? Alors, en fait, on ne peut pas être disjoint du cadre financier global dans lequel on se situe. On a mentionné le fait que beaucoup d'entreprises, de banques, plus exactement occidentales, étaient peut-être un peu frileuses ou pas totalement présentes, et que du coup des banques locales prenaient le pas. Quand on va financer un projet, on le finance souvent en team. On ne le finance pas tout seul. La partie bancaire prend une partie du financement et la partie assurance-crédit prend une autre partie du financement. Si on cite les données macroéconomiques d'ensemble là-dessus, qu'est-ce que les délais de paiement, par exemple, qui sont extrêmement courts dans beaucoup de cas, coûtent au continent? Il faut savoir qu'on a beaucoup de paiements qui se font en cash, justement parce que vous le disiez, on manque d'informations sur sa contrepartie, donc on ne lui fait pas confiance. Il n'y a pas de crédit. Donc il n'y a pas de crédit. Et de ce fait-là, on a des paiements en comptant qui représentent la moitié, voire 2/3 des paiements dans la plupart des pays. Ça veut dire qu'on perd 40 milliards d'euros par an en Afrique, qu'on est obligé de garder en trésorerie parce qu'on a un délai de paiement hyper court, qu'on doit payer au comptant et qu'on doit garder de côté pour financer son activité. Évidemment, c'est autant d'argent qu'on ne va pas mettre dans l'investissement, qu'on va gaspiller en quelque sorte du fait de ce manque de confiance qu'on observe. Maintenant, les solutions, partant de cette situation qui est évidemment pas parfaite, projetons-nous. Quelles peuvent être les solutions? Premièrement, avancer en team. L'assureur crédit, la banque ont des capacités de financement qui sont différentes et peuvent se compléter. C'est ce qu'on fait de plus en plus. Un exemple à ce sujet, ces dernières années, on a financé, nous par exemple, la construction d'un pont au Mali, qui est un projet qui risquait de ne pas se faire parce que le donneur d'ordre français avait du mal à accorder suffisamment de confiance à sa contrepartie malienne. Qu'est-ce qu'on a fait? On a assuré le paiement à 12 mois et on a pris en charge le risque politique. Pourtant, le risque politique dans nos notations, il n'est pas très bien. Malgré tout, on l'a fait parce qu'on a eu la capacité à prendre une partie du risque. L'autre partie du risque a été prise par une banque. On a avancé dans un modèle de partage du risque qui a fait qu'on n'a pas surcumulé sur nous, ni la banque sur elle, la totalité du risque. Par diversification du risque et possibilité d'avancer en équipe, on a réussi à financer ce projet qui s'est fait, le pont s'est construit, le paiement a été fait, on n'a pas eu à débourser quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose qui fonctionne et qu'on peut multiplier évidemment à l'avenir. Et la première des choses qu'on peut faire, c'est constater les évolutions qui ont été faites, améliorer les ratings quand il faut le faire, et ensuite ça libère aussi plus d'enveloppes pour prendre du risque dans ces pays-là. C'est sûr qu'il faut changer de paradigme quand même pour suivre ces transformations. Jean-Michel, le mot à la fin, parce que malheureusement le temps tourne, on avait pris un petit peu de retard au début. C'est très difficile, il y a beaucoup de choses. Moi, ce que je retiens, c'est que la France n'est pas... Oui, bon, enfin, elle a pris une petite claque, mais malgré tout, il y a beaucoup de choses qui se passent avec des expériences très intéressantes et des développements très intéressants. Qu'est-ce que... Déjà, pour répondre à votre première question sur le digital, très clairement, le digital aujourd'hui, c'est un moyen d'améliorer les choses, et je pense qu'il y a de très bons exemples qui ont été donnés, mais c'est que 10% de l'équation.
Se passer du digital aujourd'hui sur l'Afrique, où il y a des problèmes de transport qu'on a évoqués, de logistique, d'accès à l'information, ça serait une erreur. Et de risque et de Et le risque, financement. bien du coup, entendu, oui. ça serait une véritable erreur. Par contre, c'est pas ça qui va d'un coup de baguette magique tout régler. J'étais au Maroc là, jusqu'à hier soir, j'ai vu la moitié des patrons des 10 principales entreprises. Sur la question du digital, leur souci numéro 1, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence humaine. Il manque d'ingénieurs, il manque de gens qui connaissent réellement ces sujets-là, dans des volumes importants. Et c'est à la fois une question de formation, d'éducation, de faire venir les talents, de ne pas les faire partir. La semaine dernière, il y a une grande société française du CAC 40, dont je tairai le nom par gentillesse, qui a fait une campagne de pub au Maroc sur le thème « Ingénieurs marocains, venez travailler en France ». Ça a provoqué un tête tollé au Maroc. Ils ont fait machine arrière en expliquant que c'était une erreur et qu'ils annulaient. Mais il y a une vraie problématique en Afrique autour de ces compétences. Donc, le digital, oui, c'est que 10% de l'équation, et l'enjeu est aussi humain derrière. Après, pour donner un petit peu d'optimisme, pour revenir sur le thème plus général aussi de la France, Étienne Giraud sera ravi de présenter peut-être la France numéro 3 l'an prochain, et j'espère. C'est fort possible. Tout ce qu'on a raconté, même les belles expériences sur le digital, aujourd'hui, c'est que 1% de l'histoire. On est au tout début, même si c'est déjà des sujets formidables. Donc tous des exemples que je donnais tout à l'heure sur l'administration publique, sur la banque, sur l'agriculture, si dans la salle il y en a qui n'y sont pas encore, c'est encore accessible. Les barrières à l'entrée ne sont pas encore très grandes. Donc on est qu'au premier % de l'histoire, il y en a encore 99 à écrire. Donc allez-y. Par contre, allez-y maintenant l'année prochaine, pas dans 5 ans. Parce que comme disait Thibault, il y a un phénomène d'accélération digitale, ça va vite. Donc aujourd'hui, c'est encore ouvert. Je ne suis pas sûr qu'on se retrouve dans 5 ans, que j'aurai le même discours. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut y aller. Ce sera le mot de la fin de cette table ronde d'ouverture. Je vais très vite passer la suite à mon collègue Arnaud Fleury. Merci infiniment d'être venu. Fatoumata, elle est venue spécialement d'Abidjan. Merci infiniment.